une triste nouvelle. On savait que son état de santé était fragile depuis déjà quelques temps, quelques mois, peut-être même quelques années. C'est l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui est décédé. Voilà, Jacques Chirac, on l'a appris par l'entourage, par sa famille, et donc décédé. On savait que l'ancien président, depuis déjà quelques temps, était affaibli. Il y avait eu même plusieurs rumeurs autour de son état de santé. On a appris tout à l'heure par l'entourage qu'il est donc décédé. On voit ces images. C'est évidemment une information et probablement d'ailleurs un choc. On vous rappelle que ce président, cet ancien président, est resté populaire dans le cœur des Français, toujours populaire, avec une aura. On va évidemment revenir sur l'homme, ce qu'il était, ce qu'il incarnait, aussi bien dans le cœur des Français, sur le plan national évidemment, mais sur le plan international. À ne pas en douter, il va y avoir énormément de réactions à travers le monde, évidemment de nombreux chefs d'État, mais aussi très probablement beaucoup d'anonymes, beaucoup de citoyens. Et nous allons nous arrêter sur le parcours. D'abord, l'homme qui il était, son parcours évidemment politique, qu'on ne peut pas dissocier Jacques Chirac du parcours personnel, parce que voilà un homme, un président, un politique qui a consacré sa vie justement à la politique et puis en grande partie évidemment à la France. Retour sur ce parcours alors que nous avons appris donc, que Jacques Chirac est mort. Une salve d'applaudissements pour l'ancien président de la République. C'était la dernière apparition officielle de Jacques Chirac en novembre 2014. Fatigué, affaibli par la maladie, Jacques Chirac assiste à la remise du prix de la fondation qui porte son nom. Lui que Georges Pompidou surnommait le bulldozer, aura traversé et participé à plus de 40 ans de la vie politique française. Il s'appelle Jacques Chirac. Image en noir et blanc, silhouette hollywoodienne, cheveux gominés, cigarette aux lèvres. C'est l'un des tout premiers reportages consacrés à Jacques Chirac. Le jeune loup est élu député en 1968 sous l'aile de Georges Pompidou. Bonjour Marcel, comment ça va? Serrer des mains, encore et encore. Qui va, M. Couder, ça va? Rester fidèle à un territoire, la Corrèze, toujours. À Paris, sa carrière s'accélère. En 1972, Jacques Chirac devient ministre de l'Agriculture. Chouchou du monde agricole, on se souvient de ces images au Salon de l'Agriculture. Jacques Chirac restant des heures sur place. Monsieur le Président, un petit morceau de fromage comme tous les ans. Avec plaisir. Il est toujours bon. Monsieur le Président. J'ai remarqué. Bon pour les vœux. En mai 1974, c'est le gaulliste Chirac que le centriste Valéry Giscard d'Estaing choisit comme Premier ministre. Mais rapidement, les relations entre les deux hommes se détériorent et au fort de Brégançon, en 1976, Chirac donne sa démission avec fracas. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Le RPR, voilà la machine de guerre de Chirac. Succédant à l'UDR, le Rassemblement pour la République sera un tremplin. Vive la République, vive la France! En 1977, Chirac est élu maire de Paris et il le restera pendant 18 ans. Une première présidentielle face à François Mitterrand, un retour à Matignon en 86 et, après 2 ans de cohabitation, un nouveau match Mitterrand-Chirac. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Après cette défaite, s'ensuit une traversée du désert. Le favori à droite s'appelle désormais Édouard Balladur. Mais après une guerre fratricide, Chirac finit par l'emporter en 1995. Rejoindre cette voiture, mais vous avez certainement l'image puisque les caméras de la SFP, avaient continué à la... 7 ans plus tard, c'est un président essoufflé qui se représente. Lionel Jospin, éliminé de la compétition. Chirac s'impose sans surprise au second tour face à Jean-Marie Le Pen. J'aurai besoin de vous pour conduire la République. Un septennat et un quinquennat plus tard, on retiendra les émeutes en banlieue, les manifs anti-CPE, le non à la guerre en Irak ou encore la reconnaissance du rôle de la France dans la déportation. La folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
En 2007, c'est à un homme de sa famille politique, Nicolas Sarkozy, que Jacques Chirac transmet le témoin à l'Élysée. Si la passation de pouvoir est cordiale, les relations entre les deux hommes qui se connaissent depuis longtemps restent tumultueuses. Du coup, en 2012, Jacques Chirac, encore plus déçu, choisit François Hollande. Mais les années Chirac s'écrivent aussi à la rubrique justice. Premier ex-président de la République à passer en correctionnel dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la ville de Paris dans les années 90. Absent de la salle d'audience, il est condamné fin 2011 à 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics, abus de confiance, prise illégale d'intérêt et délit d'ingérence. Cela n'empêche pas sa cote de popularité de grimper. C'est un Jacques Chirac consensuel qui se consacre à sa fondation. Auprès de lui, son épouse Bernadette. Le couple est marié depuis 1956 et sa fille Claude, très proche de son père. Jacques Chirac fut le 5e président de la 5e République française. Âgé de 86 ans, l'ancien président de la République est donc mort. Jacques Chirac, 5e président, vous venez de l'entendre, de la 5e République. Par le passé, il avait été déjà hospitalisé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour ses ennuis de santé. On va évidemment parler à la fois de ses ennuis, on va parler de la figure de la droite française qu'il a incarné pendant des années. Je vous rappelle que Jacques Chirac a successivement été membre de l'UDR, du RPR qu'il a lui-même créé et évidemment de l'UMP de 2002 à 2007. Il a terminé d'ailleurs sa carrière toujours dans la vie publique en tant que membre du Conseil constitutionnel, privilège réservé aux anciens chefs de l'État français où il ne siège plus depuis le 9 décembre 2010. C'est évidemment, quand on voit ces images, certainement pour vous, téléspectateurs qui regardez, beaucoup d'émotions. Quoi que l'on pense d'ailleurs des idées de Jacques Chirac, il a incarné un certain esprit français, la droite française, mais au-delà aussi, un certain esprit, on le verra, sur la scène internationale, avec des prises de position à la fois courageuses et qui ont sans doute aussi changé un petit peu l'image de la France dans le monde. Jacques Chirac, c'est un acteur majeur de la politique française. Il a lancé sa carrière politique, évidemment, en Corrèze, où il est devenu conseiller municipal de Sainte-Féréole. C'était en 1965, avant de connaître une ascension rapide. Ensuite, il a été député de la 3e circonscription de Corrèze. Ce que l'on retient également de Jacques Chirac, et on va en parler avec nos spécialistes en plateau, c'est une forme de bon sens finalement qui lui a toujours collé. C'est une certaine empathie, une proximité avec les gens, avec les Français. On va le voir à travers nos différentes images, avec toujours ses poignées de main. Et puis évidemment l'habile responsable politique, même s'il y a eu des hauts et des bas dans cette carrière politique d'Damien Fleureau. Tout d'abord, on va revenir, si je puis dire, dans les derniers temps, on le savait malade, on le savait très très affaibli, l'ancien président de la République. Oui, effectivement, Jacques Chirac, que quelques proches visitaient encore, mais ils étaient vraiment très peu nombreux, était un homme très affaibli. On parlait de perte de mémoire, de troubles du langage. Jean-Louis Debré, qui était sans doute le compagnon le plus fidèle et dans les tout derniers instants, qui l'a accompagné, qui continuait de le visiter rue de Tournon, dans le centre de Paris, indiquait en début d'année qu'il ne reconnaissait plus ses proches, Jacques Chirac, qu'il ne parlait plus ou que quelques mots simplement. En fait, le camp Chirac s'est retranché, refermé petit à petit, au fur et à mesure. Bien entendu, sa fille, Claude Chirac, qui continuait parfois de donner quelques nouvelles de son père, aussi rassurantes que possible. Il va aussi bien que possible, souvent, expliquait Claude Chirac. Il y a donc l'aspect humain, comme vous l'avez dit, l'homme malade, l'entourage, évidemment. On pense à sa femme, Bernadette Chirac, que l'on voit, sa fille, Claude Chirac. C'est aussi quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés, même de grands malheurs, avec malheureusement son autre fils est resté comme une blessure, toujours une meurtrissure. Avril 2016, effectivement, le très affecté Jacques Chirac, lorsqu'il a appris la mort de sa fille aînée, et c'était à ce moment-là que certains ont dit qu'il y a eu sans doute un Jacques Chirac moins vaillant et qui était peut-être moins désireux de s'accrocher à la vie.
Et les images que vous voyez à l'antenne, ce sont les dernières images qui datent de 2014, de sa sortie, les dernières images, parce que après cette date, après cette sortie, eh bien, on ne verra plus, personne ne verra, sauf son entourage et quelques fidèles du clan Chirac, évidemment, l'ancien président. Nous sommes en ligne avec Line Renaud. Merci Line Renaud d'être avec nous en direct. C'est évidemment une triste nouvelle. Nous parlons ici à la fois de la figure politique, du parcours assez exceptionnel, parcours qui a vu Jacques Chirac passer de la Corrèze, de la mairie de Paris au RPR, Matignon, l'Élysée. Mais vous, j'imagine que vous retenez aussi l'homme politique, l'homme que vous avez connu, proche. Moi, c'est surtout de l'ami. C'est mon ami, c'est mon frère. Claude vient de me téléphoner un peu avant pour me l'apprendre. Et j'ai perdu un frère, c'est mon frère. C'était quelqu'un de tellement... il avait tellement de qualités, c'était un grand Français. Il aimait la France par-dessus tout. Et puis voilà. C'est important ce que vous dites, Line Renaud. Vos mots d'abord, merci de nous parler parce qu'on sent votre émotion et elle est évidemment partagée. On sait combien Jacques Chirac occupait le cœur des Français quand on voit les derniers sondages. Et au-delà de la politique partisane, on voyait qu'il était véritablement inscrit, qu'il occupait le cœur des Français. Oh, il aimait la France, il aimait les Français, il aimait aller serrer des mains, être près d'eux, boire une bière avec eux dans un café. Il aimait vraiment la France. C'était, je ne sais pas comment on peut dire, c'était un grand Français, un grand homme d'État aussi. Vous dites et vous insistez... Je suis bouleversée parce que je viens d'apprendre par Claude. Elle m'a téléphoné, elle a dit « Je veux que vous la preniez la première, papa est parti ce matin. » Mais je suis heureuse parce que je pense à Claude, elle a été extraordinaire auprès de son père. Elle l'est toujours auprès de sa maman actuellement. C'est une fille fantastique. Elle a été près du papa jusqu'à la fin. Line Renaud, on partage votre émotion et vous avez tellement raison d'insister. J'emploie le mot clan, mais ce n'est pas ça. Sur la famille Chirac, vous l'avez dit, Claude Chirac. La famille, les amis. C'est un ami extraordinaire, fidèle. Là, quand ça va mal, on le trouve. Enfin, il était parfait. Écoutez, je suis bouleversée, je sais pas trop quoi vous dire. Vous nous avez dit l'essentiel. Merci Line Renaud et merci d'avoir partagé cela avec nous. Nous en sommes évidemment touchés, comme certainement de nombreux téléspectateurs. Merci à vous. Marc, maintenant, il y a quelque chose d'important qui vient d'être dit par Line Renaud. Avant de parler de la carrière, avant de parler de l'image de la France, elle a dit que c'est un grand Français. Évidemment, Jacques Chirac, c'est un destin français. Parfois, on le dit de manière abusive pour d'autres personnalités. Il a incarné cet esprit français. Alors ça vient sans doute de ses racines aussi. Il ne faut pas oublier que dans la famille Chirac, on était plutôt radical socialiste. C'est-à-dire qu'on est dans ce tissu social où on tient compte du paysan. On n'est pas dans le rapport hiérarchique social habituel. On a ce sens de l'humanité. Et alors c'est un personnage qui est d'autant plus attachant. En dehors de la politique, voyons l'homme en tant que tel. C'est celui qui est le bon copain, celui que l'on fréquente, celui avec lequel on va avoir les moments où on sort de ce rôle de théâtre auquel on se rive les uns et les autres. Et ça, c'est très tôt. Au lycée, il est remarqué par ses camarades. C'est le farceur, c'est celui qui ne respecte pas la discipline. Il est renvoyé du lycée Hoche à Versailles. Il envoie des boulettes contre le prof. D'ailleurs, il est puni. On lui demande de nettoyer le vélo. C'est une grande gueule contestataire. Il aime s'amuser, il aime amuser les autres. Et je pense que l'affection que les Français, quelle que soit leur opinion politique, ont pour Jacques Chirac, elle tient à ça. Il y a quelque chose qui est passé au-delà de l'image de l'homme politique, c'est celle d'un personnage bouffeur de vie. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il incarne ce que représente le Français de l'après-guerre.
l'après-guerre, celui qui croit en l'avenir, celui qui a de l'enthousiasme, celui qui a envie de se battre. Et là, quand on peut rebondir sur le mot de se battre, il sera du côté de l'Algérie française. C'est très important. Oui. Non, mais vous avez raison d'insister, parce que, je le dis sous votre contrôle, Jacques Chirac, ce sera le seul des présidents de la Ve République à y avoir servi sous l'uniforme. Tout à fait. Et ça a été des mois à un moment très important dans sa vie et dans son parcours politique. Et alors, on aurait pu penser que l'engagement qu'avait été... Il croit à l'Algérie française. Et pour autant, il va rejoindre les ors de la République sous le général de Gaulle. Il sera l'un des premiers à être dans l'entourage du général de Gaulle. Pas directement avec le général. Il pourrait presque le considérer comme un traître. Celui qui va le mettre au contact du général et qui va croire en lui très tôt, c'est Georges Pompidou. Sans Georges Pompidou, il n'y aurait pas eu Jacques Chirac. Très tôt, il lui donne une place de confiance, il est dans son cabinet, il est l'homme à qui on peut demander de prendre des décisions. Et lorsque, en 1968, il y aura le Grenelle, que se passe-t-il ? Eh bien, on ne sait pas comment officiellement entrer en relation avec les contestataires, avec les ouvriers qui débraillent dans la rue. Et c'est Chirac qui, en sous-main, va être l'homme du lien entre le peuple et l'autorité politique qui est bousculée. On va continuer à en parler, Marc Menand. Nous sommes en direct avec notre journaliste, intervieweur à CNews, Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous l'avez connu, évidemment, Jacques Chirac, vous l'avez interviewé à de nombreuses reprises. Depuis tout à l'heure, nous parlons à la fois de l'homme, mais aussi, évidemment, du responsable politique, chef de l'État, Premier ministre, ministre, maire de Paris. Bref, il a eu une carrière exceptionnelle, peut-être comme on n'en fait plus aujourd'hui dans la Ve République. Et nous sommes quelques-uns à avoir vu toute sa carrière, toutes les évolutions depuis le moment où, en effet, d'abord connaissant le général de Gaulle, puis étant proche de Georges Pompidou, c'est lui qui va négocier avec Georges Séguier et la CGT la fin du mouvement social de 1968. Et on l'a suivi. Il est devenu Premier ministre, il a rompu avec Valéry Giscard d'Estaing avec une déclaration solennelle. Mais je veux dire que d'abord et avant tout, je suis, moi, journaliste qu'il a interrogé à plusieurs reprises, qui fait plusieurs entretiens, assez bouleversé. Parce que ça a été, contrairement à ce qu'on dit de manière parfois injuste, un grand président avec de grandes qualités humaines. Certes, qui a été toujours et souvent très dur, mais qui était extrêmement sensible à la misère du monde, à la pauvreté, à l'Afrique avant beaucoup d'autres gens dans le monde. Et qui a été un homme soucieux de l'indépendance. Et je pense aussi qu'il a il a été un de ceux qui ont su ne pas suivre les Américains quand ils ont fait la guerre contre l'Irak, parce qu'il avait le sens de la souveraineté. Et puis c'est un homme d'une grande culture, et ça je l'ai vu de très près lorsque j'ai assisté pratiquement à la naissance sur le sable d'une plage de l'océan Indien de ce qui est devenu le musée Branly. Et c'est un homme de grande culture qui connaissait tous les problèmes de l'Afrique, toute la poésie africaine ou japonaise, et qui a fait croire pendant longtemps que ce qui l'intéressait, c'était les musiques militaires. Il a été un grand président, et il a su, au moment où François Mitterrand est mort, trouver les mots pour montrer l'unité et la cohésion nationale au-delà des résistances et des obstacles partisans. Oui. Jean-Pierre, je vais vous lire un texte qui va forcément vous rappeler des souvenirs et probablement aux téléspectateurs, aux Français qui nous écoutent, le voici. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Cette France riche de sa jeunesse, forte de son histoire, de sa diversité, assoiffée de justice et d'envie d'agir. Cette France qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde. Vive la République et vive la France. Près de 12 ans après cette solennelle déclaration d'amour pour annoncer qu'il ne briguerait pas un troisième mandat présidentiel, Jacques Chirac est décédé aujourd'hui. C'était sa déclaration pour ne pas justement briguer un autre mandat. Et cet amour pour la France, Lynn Renaud nous disait tout à l'heure, c'est un grand Français. Et c'est un grand Français. Et il a défendu les couleurs de la France en toutes circonstances, même quand on ne croyait pas tellement en lui. Et je répète qu'on a été injuste avec lui. Et je ne peux pas, ce matin, là, à l'instant, ne pas penser à Bernadette Chirac, qui elle-même va mal, mais qu'il a toujours soutenu dans des rapports particuliers, pleins d'humour, de tension, et d'autre part à Claude Chirac,
qui n'a cessé depuis des mois d'être entre Bernadette et Jacques Chirac. C'est un grand président qui va avoir des obsèques nationales sans doute, et je pourrais raconter les peurs qu'il exerçait sur les journalistes, parce qu'il était mal à l'aise avec la presse, mais en même temps attentif, exigeant de notre part. Je crois que mes pires cauchemars professionnels, je les ai vécus avec lui, même si après nous sommes réconciliés, nous avons ri. Je suis vraiment, vraiment ému ce matin, et c'est un grand Français qui s'en va, même si on savait qu'il était vraiment malade et que c'était le chemin vers les derniers jours. On ne peut pas être secoué personnellement par ce qui vient de se passer. Évidemment, on vous remercie. Merci Jean-Pierre Elkabbach d'être intervenu sur notre antenne, sur votre antenne CNews. On vous le rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, cette annonce de la mort de Jacques Chirac, 5e président de la 5e République. Nous avons eu le témoignage bouleversant tout à l'heure d'une de ses amies fidèles, Line Renaud, qui a tenu tout de suite à parler de la famille Chirac. Évidemment, Claude Chirac, bien sûr, Bernadette Chirac, affaiblie, fatiguée également. Et puis, cette nouvelle aujourd'hui. Et puis, nous parlons de l'homme avec vous, Marc Menant, avec vous, Damien Fleureau, du responsable politique. On va voir tous les aspects, évidemment. À cette heure-ci, on parle de ce qui est consensuel. C'est important, Marc Menant, dans ces moments-là, de parler aussi de ce qui est positif. Nous reviendrons sur le bilan. Bien sûr qu'il est toujours en demi-teinte. Oui, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme. En l'occurrence, je me situe dans l'observateur qui voit évoluer un personnage, un trublion, je dirais, et qui est attachant. C'est-à-dire qu'il fait... C'est un homme, il a tout de suite une cour autour de lui. Ils ont envie de rire. Et c'est le bon copain, celui à qui on peut se confier. On parle là de Bernadette Chirac, le rôle essentiel. Il n'y aurait pas eu de Jacques Chirac sans Bernadette. Bernadette, c'est elle qui va lui donner, l'appui indispensable pour suivre des études. Car ce gaillard, je vous l'ai dit, il aime faire la fête, se retrouver devant des livres. Ça l'intéresse, n'oublions pas qu'on le présente presque... parfois comme étant un personnage inculte. Pas du tout. Il avait une bibliothèque extrêmement nourrie. Et dans cette bibliothèque, il y a un petit trésor que je conseille à tout le monde, qui est la négresse blonde de Fourest. Eh bien voilà, ça montre tout à fait, parce que là, on est dans les trésors. On montre un homme qui aime les mots, qui les prend et qui les savoure. Pour revenir à Bernadette Chirac, eh bien, elle lui donne l'impulsion nécessaire pour qu'il s'investisse dans les études, pour qu'il croie en lui, pour que véritablement il puisse sortir de Sciences Po et qu'il ait un avenir. Parce que dans la légèreté qui est la sienne, lorsqu'il passe son bac, que veut-il faire ? On ne le voit pas du tout politique. Il s'embarque comme pilote 1 sur un bateau. Il veut partir conquérir le monde, mais sans engagement véritable. C'est là encore cette fin, mais fin F-A-I-M de la vie. Et vous avez raison de rappeler ces plusieurs facettes. C'est même un kaléidoscope. Jacques Chirac, qui, comme l'a rappelé Jean-Pierre Elkabbach il y a quelques instants, avait cette culture, mais qu'il ne voulait pas montrer, qu'il ne voulait pas étaler, presque pour se protéger. On en parle avec quelqu'un qui a écrit sur lui, qui forcément connaît ses responsables politiques, j'allais dire de l'intérieur. Raphaël Baquet, journaliste au Monde, grande reporter. Merci d'être avec nous, Raphaël Baquet. Vous avez notamment écrit ce livre, Seul comme Chirac. Depuis tout à l'heure, peut-être que vous entendez ce que dit Marc Menant. Nous essayons d'appréhender les différentes personnalités chez ce même homme, Jacques Chirac. Est-ce que c'est ce que vous avez également, justement, tenté de décrire lorsque vous avez écrit votre ouvrage consacré à l'ancien président ? Oui, bien sûr. Un homme d'abord qui dure aussi longtemps, même si ces 2 ou 3 dernières années, il était évidemment beaucoup plus effacé, mais il est beaucoup plus contrasté que la légende qu'on peut en célébrer aujourd'hui. Et on oublie d'ailleurs aujourd'hui évidemment qu'on lui rend hommage, mais il a été aussi un président controversé, un homme politique extraordinairement contesté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a mené un parcours politique au fond qui n'existe plus aujourd'hui. Il appartient à une époque révolue, ne serait-ce que parce qu'il a eu le temps et une forme de longueur, si vous voulez, avec des succès, des échecs, et chacun tout aussi spectaculaire l'un que l'autre, si vous voulez. Ces victoires ou ces défaites ont toujours été extraordinairement radicales, difficiles, et il s'est relevé. Et aujourd'hui, où les carrières politiques sont plus courtes,
où, hélas, d'ailleurs, souvent, les responsables politiques n'ont pas tout à fait le temps d'installer un programme ou même une vision, si vous voulez, d'un pays. Lui, il en a disposé, et c'est aussi cela qui fait que aussi bien son action politique que sa vie forment aujourd'hui quelque chose de presque légendaire et effectivement intéressant à scruter. Raphaël Baquet, vous avez raison, vous avez insisté au début de votre prise de parole, évidemment, qu'il y a des aspects qu'on va contester, dont on va parler, entre ombre et lumière dans le bilan de Jacques Chirac. Néanmoins, voilà ce président, cet ancien président qui est resté véritablement dans le cœur des Français. Alors certaines mauvaises langues disent qu'il suffit de quitter l'Élysée pour entrer dans le cœur des Français, mais on a l'impression qu'il y a quand même laissé une marque, une empreinte presque indélébile, peut-être par son côté, j'allais dire, terrien, lié à la terre, à sa Corrèze, cette fidélité finalement à ce qui fait la France, c'est-à-dire ses paysages, ses terres, le lien. Oui, ce qui est intéressant, c'est que sa popularité et une forme d'affection, si vous voulez, que beaucoup de Français lui portaient, s'est construite bien avant son départ du pouvoir. Parce que justement, lorsque en 97, il est président, il fait la dissolution et qu'il perd d'une certaine façon le pouvoir effectif, si vous voulez, il reconstruit tout son parcours sur cette sympathie qui reste, malgré le fait que justement beaucoup de gens contestent sa politique, contestent ses choix, contestent ses revirements qui ont été extrêmement fréquents dans sa vie publique. Si vous voulez, tout de même, il a toujours gardé une forme de capital de sympathie bien avant qu'il ne quitte le pouvoir. Et ça s'est construit évidemment sur son caractère, sur son goût des autres, et puis sur une connaissance quand même assez profonde du pays. Merci Raphaël Baquet, merci justement pour votre intervention et ce que vous avez dit justement sur Jacques Chirac. Une question Damien Fleureau, et nous allons retrouver encore plusieurs intervenants, plusieurs réactions et témoignages en direct sur CNews. Il ne faut pas oublier, on va avoir l'occasion d'en parler, que Jacques Chirac c'est aussi un bulldozer en politique. Jacques Chirac, par rapport à ses rivaux, a été sans pitié dans sans le domaine pitié, politique. Jacques Chirac, c'est le chef, notamment de cette droite, qui pratique le meurtre à tout va, sans complexe, et qui utilise tous les instruments pour atteindre un objectif, l'Élysée. Il est d'abord élu local en Corrèze, il utilise la mairie de Paris, il fonde le RPR puis l'UMP, il n'hésite pas à tirer sur des personnalités de sa propre famille politique, je pense par exemple à Nicolas Sarkozy qui s'en souvient. Pour atteindre la fin des fins, l'Élysée, il parviendra effectivement à être président de la République. Nous sommes en direct avec l'un de ses ministres, quelqu'un qui l'a connu à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan personnel. Merci Philippe Douste-Blazy d'être avec nous. Nous évoquons à la fois la carrière politique de Jacques Chirac, mais aussi l'homme qu'il a été, puis les décisions importantes qu'il a prises, notamment, et je sais que c'est un domaine qui vous tient à cœur, sur l'international, les affaires étrangères. Sa décision sur l'Irak a été fondatrice, évidemment, on a tous en tête ce discours de Dominique de Villepin à l'ONU. C'est lui qui a inspiré cela, c'est lui qui a été à l'origine de cette décision. Oui, c'est d'abord une grande tristesse, une grande émotion pour moi, et puis aussi un grand sentiment de reconnaissance que j'éprouve en ce moment. Je suis à New York, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et nous allons parler dans quelques heures, d'ailleurs, il est 6h30 du matin, mais nous allons parler dans quelques heures d'une des choses les plus importantes qu'il aura faites au niveau international, c'est-à-dire cette idée que nous devrions donner ce petit euro par billet d'avion pour traiter le sida, la tuberculose, le paludisme dans les pays les plus pauvres. C'est quelqu'un qui était très respecté sur le plan international parce qu'il plaçait les plus humbles, les civilisations les plus faibles au même niveau, au moins, que les plus riches. Et donc c'était très profond chez lui, ce qui explique en effet de ne pas avoir souhaité enfreindre la souveraineté de l'Irak au moment de la guerre en Irak, ce qui explique qu'en Afrique, il était extrêmement respecté. Nous avons créé donc ces financements innovants pour lutter contre l'extrême pauvreté dans les pays les plus pauvres. Et puis, c'est ce qu'il a fait aussi avec le musée de Quai Branly, c'est-à-dire remettre au goût du jour, je dirais, des civilisations qui avaient été oubliées parce qu'on avait dit que les Occidentaux avaient été toujours les plus riches et les plus forts. Donc je crois que c'est quelqu'un qui était à la fois, vous l'avez dit tout à l'heure, à la fois ferme, qui ferraillait sérieusement dans les élections, qui ne lâchait jamais rien sur le plan
politicien, mais en même temps quelqu'un d'une très grande tendresse et animé d'une profonde envie de justice. C'est comme s'il y avait, Philippe Douste-Blazy, une forme de dualité dans ce même personnage, cette personnalité. Vous avez raison d'insister, vous le ferez donc. C'est incroyable que vous soyez d'ailleurs au moment où vous nous parlez à New York, à l'ONU. Ce discours qui a marqué justement de nombreux Français a été tenu à l'ONU. Et puis il y a la politique nationale. On connaît le parcours de Jacques Chirac avec son mentor, c'était Georges Pompidou, qui en a fait un jeune loup, et puis Jacques Chirac est devenu une sorte de bulldozer. Certains disent au début de sa carrière, mais c'est peut-être le lot de la politique, avec des trahisons, j'allais dire des coups entre guillemets de couteau symboliques, et puis c'est le personnage qui s'est constitué à la fois par des amitiés, des inimitiés, mais toujours un lien très proche finalement avec cette Corrèze, sa terre, cet ancrage territorial, local, restera l'une des marques de cette personnalité. Oui, je crois que c'est d'abord faire une campagne électorale aux côtés de Jacques Chirac, il faut vraiment l'avoir vécu pour le croire. C'est quelqu'un, comme ses passages au salon de l'agriculture, je veux dire, c'est quelqu'un qui était aussi un bon vivant, et c'est là aussi où les Français, quelque part, se retrouvaient. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui partageait des voyages comme je l'ai fait pendant plusieurs années avec Jacques Chirac à l'étranger. C'était aussi se retrouver autour de bonnes tables, c'était aussi... Mais il y avait, au-delà de tout ça, des convictions extrêmement fortes. Souvenez-vous, la maison brûle à Rio. Souvenez-vous de ses prises de parole concernant la guerre en Irak. Souvenez-vous de ses prises de parole vis-à-vis des plus pauvres et de la lutte contre l'extrême pauvreté. Souvenez-vous aussi que c'est lui qui a créé le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme avec George Bush Jr. et puis aussi avec Tony Blair. Nous allons en parler très bientôt en octobre, puisqu'on va en parler autour du président Macron. Donc je crois qu'il a fait des choses, si vous voulez, pour les plus pauvres et les plus humbles. C'est ça qu'il faut, je pense. Alors après, la politique est violente, tout le monde le sait. Il y a des élections, il y a des trahisons, il y a des rumeurs. Bon, tout ça, c'est de l'eau quotidien. Je crois que lui sortait de là par sa politique étrangère en faveur des plus démunis. Merci Philippe Douste-Blazy, ancien ministre des Affaires étrangères et aussi évidemment de la santé de Jacques Chirac. Merci d'être intervenu en direct sur CNews. Damien Fleuron, on va continuer évidemment à évoquer la figure française, tout simplement, comme l'a dit Line Renaud, un grand Français, le destin de Jacques Chirac, le parcours politique et finalement toutes ces pages aussi de la France, notre pays qui se tourne. On peut aussi préciser ce qui va venir. Les prochains jours vont être importants pour le pays. Oui, ils vont forcément être intenses. On attend une communication de l'Élysée dans les minutes sans doute qui viennent. Vous savez, le président de la République devait se rendre à Rodez, notamment pour rencontrer des Français, échanger sur la réforme des retraites. Est-ce que ce déplacement est maintenu à ce stade? L'Élysée ne dit rien et il y aura sans doute une expression du chef de l'État et bien sûr des obsèques nationales. Jean-Pierre Elkabbach en parlait. On peut imaginer, bien entendu, peut-être la cour des Invalides, des obsèques nationales, mais surtout des obsèques populaire aussi, puisque Marc le disait, Jacques Chirac, il ne l'a pas toujours été, notamment lorsqu'il était président de la République, mais était une personnalité très populaire à la fin de sa vie. On a parlé du couple aussi, puisque Bernadette Chirac, avec ses actions, notamment les pièces jaunes, eh bien, on a rendu cette famille très sympathique aux yeux des Français. Et donc, il y aura des obsèques nationales, officielle, mais aussi toute une série d'hommages plus populaires, peut-être aussi plus intimes, en Corrèze bien entendu, à Paris bien entendu. Il a été maire de la capitale pendant de très nombreuses années. Évidemment, attachement populaire qui n'occulte pas le bilan. On le fera évidemment de sa politique à la fois, surtout d'ailleurs sur le plan national, parce que sur le plan international, il y a quand même une forme de consensus autour de son action, de son empreinte, et certains disent de sa vision. Jacques Chirac qui avait une certaine vision des pays, notamment arabes, de l'autre côté de la Méditerranée, du Moyen-Orient, à la fois des conflits, de cette poudrière, et qui a essayé tout au long de sa vie, lors de décisions prises à l'Élysée, de ne pas enflammer cette région. Vous le disiez, il attirait, j'allais dire, la curiosité, il suscitait l'attention, en particulier de ceux qui écrivent aussi des livres, qu'ils soient journalistes, auteurs. Merci d'être là, Arnaud Ardouin. Vous lui avez consacré un livre à Jacques Chirac. Il y en a eu beaucoup. Le vôtre est intitulé « Président, la nuit vient de tomber » aux éditions de Cherche Midi. C'était un personnage qui, par ses multiples facettes, évidemment, était, j'imagine, passionnant à décrypter, à appréhender à travers l'écriture, l'enquête, le journalisme. Oui.
Jacques Chirac, moi je me suis intéressé au Jacques Chirac, à l'homme. C'est lui qui m'intéressait, c'était pas l'homme politique. Tout avait été écrit sur cet homme, avec des contradictions d'ailleurs dans certains livres. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire qui était donc cet homme, à la fois magnétique, à la fois envoûtant. Tous ceux qui m'ont parlé de lui m'ont expliqué que quand il lui serrait la main, il s'en souvenait. Pardonnez ma priorité au direct. C'est le ministre de l'Intérieur qui s'exprime. Il doit parler, le président de la République s'exprimera d'ici peu. Et son hommage marquera aussi, j'en suis convaincu, la puissance de l'émotion qui touche, au moment où je vous parle, le peuple français. Une émotion qui touche le peuple français, c'est ce que nous disions, c'est ce que vous disiez, Arnaud Ardouin, par finalement la personnalité d'abord de Jacques Chirac lui-même, en dehors de la politique. Il y avait 3 couches, c'est ce que Jacques Toubon m'a raconté. Il y a 3 couches chez Chirac. Il y avait la couche politique, la couche sociale, et puis il y avait la couche intime, spirituelle. Je me suis intéressé au Chirac spirituel. Je me suis intéressé à cet homme qui passait des journées entières à observer des statues chinoises, à s'intéresser à l'art océanique. Et en l'occurrence, qui était bouddhiste. À un moment donné, il a même envisagé d'être dans une conversion. C'est-à-dire que il était admiratif de Gandhi. Il se promenait avec, dans sa poche, un texte de Gandhi. Ce qui montre bien que ce personnage, oui, il est multiple. Et à côté de ça, il y a le combattant. Et ce combattant, on ne va pas faire de la psychanalyse à 2 sous, mais ce sont les sumos. C'est-à-dire l'homme qui va affronter plus fort que soi, plus lourd que lui, et qui va renverser les autres. D'où cette passion, sans doute, pour ces arts martiaux. Oui, non, mais pour prolonger ce que dit Marc, ce qui est vraiment passionnant chez cet homme, c'est qu'il n'a jamais voulu montrer cette partie de lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il était un homme politique, il se cachait. Il cachait la vérité aux Français, entre guillemets. Et je crois que c'est Michel Cotta qui, d'ailleurs, un jour l'a surpris en train de lire un livre sur les arts premiers dans l'hémicycle. Il était député à l'époque. Et elle va le voir et elle lui dit « Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous aviez comme livre ? J'ai vu ?» Non, ne parlez pas de ce livre sur les arts premiers. Les Français ne pourraient pas comprendre. Donc j'ai essayé de creuser d'aller sur cette route qu'il a souvent fermée d'ailleurs à tous ceux qui l'interrogeaient sur ce sujet, et des intimes, des proches, des amis de Sciences Po jusqu'à Daniel Lecomte, pour lequel j'ai une pensée puisqu'il nous a quittés il y a 1 an, qui était son confident, me racontait la relation qu'il entretenait avec les œuvres d'art, avec l'art. Pour lui, l'art était un outil de réconciliation des peuples. Et il considérait que grâce à l'art, et ça c'est une partie de lui-même qu'il n'a vraiment jamais dévoilée, on pouvait parler de peuple à peuple. Et donc il a souvent été très violent avec le Juan Carlos, qui voulait imposer une exposition sur les conquistadors. Il a dit, il n'y aura pas d'exposition sur les conquistadors, je ferai une exposition, la mienne, sur ceux qui ont subi le vol des conquistadors. Donc chez Jacques Chirac, il y a cette espèce de noyau intime, et les Français ne s'y trompaient pas, ils l'aimaient aussi pour ça, je pense. Évidemment, une avalanche de réactions, à la fois de réactions en France et de réactions dans le monde. À l'instant, c'est Jean-Luc Mélenchon qui souligne l'amour, véritablement, l'amour qu'avait Jacques Chirac pour la France. Il aimait la France plus que d'autres. Jean-Luc Mélenchon qui souligne cette adhésion pour le pays. François Pinault, qui est un ami personnel à la fois de Jacques Chirac, du couple Chirac et, si je puis dire, de la famille du clan Chirac, qui indique son infinie tristesse. On va, avec vous tous, messieurs, évidemment évoquer aussi l'action pour la France, la politique, les inimitiés, Valéry Giscard d'Estaing, Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy. Oh là là, tant de choses à dire. Mais on va s'arrêter un moment sur, vous l'avez tous souligné aussi, c'est les décisions à l'international. Cet aspect-là aura marqué la présidence de Jacques Chirac, aura aussi marqué la France. On va revenir sur sa politique étrangère avec Sandra Buisson. Il a tenu tête au Royaume-Uni, à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie. Ce 17 février 2003, au Conseil européen extraordinaire sur l'Irak, Jacques Chirac veut coûte que coûte éviter une guerre, quitte à utiliser son veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir une deuxième résolution à laquelle la France ne pourrait que s'opposer. Et nous considérons tous, j'imagine, que la guerre est toujours la pire des solutions. S'il estime que la France est amie et alliée des États-Unis, Jacques Chirac refuse de s'aligner et de laisser les Américains frapper Bagdad. Son seul allié en Europe, Gerhard Schröder. L'Allemagne et la France ont la même approche. L'Irak doit être désarmé, s'agissant de ces armes de destruction massive. Cet objectif peut être atteint par des voies pacifiques,
celle des inspections. Le président français est convaincu qu'un conflit en Irak déstabilisera la région. Cet Irak que Jacques Chirac connaît bien, lui qui a fourni à Bagdad son premier réacteur nucléaire civil. Le chef de l'État français oblige les États-Unis à intervenir sans l'aval des Nations Unies et consolide sa popularité dans le monde arabe. En témoigne cette visite d'État en Algérie, la première d'un président français depuis l'indépendance. Cette popularité, il la doit aussi à un coup d'éclat le 22 octobre 1996. Dans le quartier arabe de Jérusalem, il s'emporte contre les policiers israéliens. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Le lendemain, en territoire palestinien, la foule l'acclame. Jacques Chirac marche dans les pas de la politique arabe du général de Gaulle au gré des intérêts économiques et des ententes personnelles. Ce sera la clé de voûte de ses relations avec les États d'Afrique. Chirac, l'Africain qui garde les réseaux et un certain paternalisme de la France-Afrique gaulliste. Des liens indéfectibles avec des dirigeants parfois soupçonnés de corruption, pas toujours respectueux des droits de l'homme. Omar Bongo, installé à la tête du Gabon par De Gaulle, Denis Sassou Nguesso qui dirige le Congo d'une main de fer, ou le Tunisien Ben Ali. Le premier des droits de l'homme, c'est de manger, d'être soigné, de recevoir une éducation. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance. Sur ce continent qu'il affectionne, le président va jusqu'à engager les troupes françaises en Côte d'Ivoire en 2002 pour surveiller le cessez-le-feu, mais surtout garantir la stabilité d'un partenaire politique et économique de premier plan. Je tiens à redire solennellement que la France est l'amie de la Côte d'Ivoire. Elle n'est pas là pour imposer sa propre paix, mais pour tenter d'éviter la guerre civile et le chaos. Ces galons de chef des armées, Jacques Chirac les a gagnés dès son élection en 1995. En Bosnie, les Serbes prennent des casques bleus en otage et parmi eux, des Français. L'humiliation ne passe pas. Sans consulter les instances internationales, le président change la mission des forces françaises. Fini l'interposition. Elles doivent reprendre ce pont stratégique de Sarajevo assiégé. L'assaut fait 2 morts côté français. Jacques Chirac préside leurs obsèques au 3e RIMA de Vannes. La France ne tolérera plus que ses soldats soient humiliés, blessés ou tués impunément par ceux qui ont choisi de s'opposer à leur mission de paix et de protection des populations. Enfin, il y a cet appel de 2002 en Afrique du Sud, le premier appel d'urgence d'un chef d'État à agir contre le changement climatique, même si son bilan environnemental en France sera modeste. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Ce sommet voit s'affirmer Jacques Chirac, le tiers-mondiste, défenseur des pays en développement, celui qui instaurera la taxe sur les billets d'avion pour financer la lutte contre les pandémies et rendre les soins plus accessibles dans les pays les plus défavorisés. Voilà pour un bilan de la politique étrangère de Jacques Chirac. Et à l'instant, c'est la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a réagi et qui souligne justement l'action et puis un président capable de s'opposer, dit-elle, à la folie de la guerre en Irak. Donc l'action internationale de Jacques Chirac qui est saluée par Marine Le Pen. Nous sommes en direct et en ligne avec Françoise de Panafieux. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez été notamment ministre sous un gouvernement avec Jacques Chirac, ministre du Tourisme. Françoise de Panafieux, il y a le responsable politique et puis il y a l'homme. Je sais que tous ceux qui ont travaillé avec lui, notamment Philippe Douste-Blazy tout à l'heure, veulent d'abord évidemment saluer la mémoire de l'homme qu'ils ont connu, probablement aimé, affectionné en tous les cas. Ah oui, c'était un homme qui suscitait l'adhésion. Vous avez dit que j'ai été sa ministre, c'est vrai. J'ai surtout travaillé très étroitement avec lui à l'hôtel de ville, puisque j'ai été son adjointe pendant 12 ans, et notamment à la culture.
Ce qui était très frappant chez lui, si on veut parler de son caractère, c'était le fait que le pouvoir ne l'avait pas changé, ce qui est très rare. Comme on dit souvent, les uns ou les autres peuvent prendre la grosse tête, comme on dit un peu vulgairement. Lui, ça n'était vraiment pas le cas. Il était resté complètement lui-même. Le pouvoir ne l'avait pas changé. Et c'est vrai qu'il suscitait l'adhésion, je dirais des petits comme des grands. Quand j'étais à la culture, des gens comme Rostropovitch, comme Jean d'Ormesson ou d'autres l'affectionnaient, venaient à l'hôtel de ville, l'aidaient à bâtir sa politique culturelle. Et en même temps, quand il allait dans les quartiers pour nous soutenir, moi j'étais élue à ce moment-là de la porte d'Asnières à la porte de Clignancourt, il venait et les gens dans la rue se pressaient vers lui, le touchaient, l'embrassaient, et il aimait ce contact avec la population. C'était un homme incroyablement chaleureux et vrai. Françoise de Pagnafieux, il y a évidemment toutes les réalisations du responsable politique sur le plan international, sur le plan national, même si évidemment son bilan restera toujours en demi-teinte. Et ça, c'est le jeu, de la politique partisane. Et puis, il y a aussi le Jacques Chirac extrêmement politique, même bulldozer, qui est passé d'un jeune loup à quelqu'un de très habile, notamment dans certains coups. On se souvient de l'appel des 43, mais aussi d'autres formes, certains disent de trahison, moi en tous les cas d'action, que ce soit avec Valéry Giscard d'Estaing ou plus tard Édouard Balladur. C'est quelqu'un qui a une carrière politique ponctuée par à la fois des hauts et des bas et des moments assez rudes. Oui, mais vous savez, c'est rare d'arriver à ce niveau politique et de ne pas avoir eu une carrière ponctuée, comme vous dites justement, par des hauts et par des bas. C'est normal et ça c'est, c'est l'histoire politique qui s'écrit ainsi. Non, moi ce que je retiens plutôt de cet homme politique et de son passage à la présidence de la République, c'est comme vous l'avez dit là, son rôle international. C'est vrai qu'au moment de l'Irak, il a quand même su vraiment prendre la parole. C'est vrai que pour le Veldiv, il a su prendre la parole également et d'une manière extrêmement forte. Tout à l'heure, j'écoutais votre antenne. Vous parliez de la défense de l'environnement. Il a été l'un des tout premiers, si ce n'est le premier président de la République, à prendre la parole sur l'environnement en disant « Attention, notre maison est en feu et nous regardons ailleurs ». Le plan santé, c'est lui, par exemple, qui avait lancé ce grand plan contre le cancer, qui à l'époque était assez prémonitoire, puisqu'on voyait bien que le cancer faisait des ravages, et on le voit encore ô combien aujourd'hui. Et c'est lui qui a pris à bras-le-corps le problème. Donc, je veux dire, c'est vrai que quand on regarde le bilan de cet homme, je veux dire, il n'y a pas à rougir, ni au plan local avec la mairie de Paris, ni au plan national et international lorsqu'il était à l'Élysée. J'espère que tous les présidents de la République peuvent dire qu'ils ont eu autant d'actions marquantes que lui. Faut vérifier. Merci Françoise de Pagnafieux, merci pour votre réaction, ancienne ministre de Jacques Chirac. Également une ancienne ministre de Jacques Chirac à présent qui a occupé des fonctions régaliennes importantes à la défense mais aussi à l'intérieur. Michèle Alliot-Marie, merci d'être avec nous. Les réactions se succèdent, on voit une avalanche de réactions dans le monde d'ailleurs. Beaucoup saluent un président d'abord qui aura marqué, qui a laissé son empreinte sur la scène internationale. C'est aussi peut-être sur le plan politique ce que vous retenez? Oui, je crois que c'est effectivement l'un des deux aspects et probablement le plus connu. Jacques Chirac était un homme d'État reconnu comme tel par ses pairs qui, lorsqu'il parlait des équilibres du monde, lorsqu'il parlait parfois de la prudence nécessaire, lorsqu'il exprimait ses valeurs, était écouté réellement dans le monde entier. Il n'était pas conflictuel, sauf dans certains cas quand ça lui paraissait vraiment nécessaire, mais il était quelqu'un qui faisait passer ses convictions à l'international. Et d'un autre côté, c'était aussi un homme très soucieux des Français, très à l'écoute des Français. Il avait toujours ces racines corréziennes qui lui faisaient être sensible à la façon dont les gens pouvaient réagir. Il était lui-même très, très attentif à ne pas créer de rupture. Il avait le sentiment qu'il y avait des fractures dans notre société et que le rôle d'un président, c'était d'éviter que ces fractures ne s'aggravent et au contraire essayer de réparer ce qui pouvait l'être.
C'est aussi évidemment un grand fauve de la politique française et il ne pouvait pas en être autrement compte tenu de la longévité de sa carrière, des postes qu'il a occupés. Vous lui avez été évidemment fidèle politiquement, mais il y a eu aussi des moments parfois rudes entre vous, Michel Alliot-Marie. Moi je me souviens, on en avait parlé, les journalistes en parlaient. C'est quelqu'un qui était direct. On se souvient de ce qu'il avait dit à certains membres du gouvernement, peut-être aussi à vous-même. Aujourd'hui, avec le recul, évidemment, vous le voyez différemment. Non, parce que je pense que cette capacité à débattre, c'était aussi Jacques Chirac et c'était aussi une de ses qualités. On pouvait ne pas être d'accord avec lui, on pouvait s'engueuler, et effectivement, et ça m'est arrivé, il y a des points sur lesquels je n'étais pas d'accord, et il était très respectueux, même si de temps en temps il avait une formule un peu à l'emporte-pièce. Il me disait parfois que j'étais aussi souple qu'un verre de lampe. Ça faisait partie aussi de notre jeu, mais je crois que ça ne gênait en rien la très grande affection que je lui portais et je pense qu'il me portait aussi parce qu'il m'avait connue quand j'étais un peu gamine, comme il le disait. Une affection, c'est ce qu'on retient évidemment et c'est ce que vous retenez. Merci Michel Alliot-Marie pour votre réaction. On va aller directement à présent devant le dernier domicile parisien de Jacques Chirac qui se trouve aux 4 rues de Tournon. C'est pas loin du Sénat, de la Chambre haute. Il y avait tout à l'heure un camion de CRS qui est arrivé vers midi 20, tandis que la rue était en train d'être bloquée des deux côtés par des effectifs de police. Et évidemment, les journalistes sur place ont rapidement compris malheureusement que probablement le chef de l'État s'était éteint. C'est ce qui s'est passé. Florian Tardif, vous êtes devant ce domicile. Racontez-nous tout simplement ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a déjà des citoyens, des Français, des badauds qui viennent sur le lieu ? Alors pour le moment, et vous l'avez rappelé à l'instant, il y a tout un dispositif de sécurité qui est en train d'être mis en place par la police. Vous le voyez sur ces images avec cette fourgonnette de gendarmerie qui vient d'arriver, cette seconde fourgonnette de gendarmerie. Il y a énormément de médias devant, vous l'avez dit, ce dernier domicile de Jacques Chirac. C'est ici que l'ancien président de la République vivait reclus dans cet hôtel particulier, donc de la rue de Tournon, prêté par le milliardaire François Pinault, coupé du monde donc par la maladie, vous l'avez dit. Tout en haut de cette rue, il y a le Sénat. C'est un endroit donc que connaît bien évidemment Jacques Chirac. Il y a plusieurs lieux emblématiques, bien évidemment, tout autour de cette rue de Tournon. Il y a également la Romerie, un restaurant dans lequel Jacques Chirac se rendait régulièrement ici, dans le 6e arrondissement de Paris. Mais pour revenir donc sur cet hôtel particulier de la rue de Tournon, c'était un appartement plus fonctionnel pour l'ancien locataire de l'Élysée qui ne se déplaçait quasiment plus qu'en fauteuil roulant. Sa chambre était tourée de chaussée, donnée sur une terrasse et depuis 2016, très peu d'informations filtrées sur son état de santé alors que vous le voyez encore sur ces images en direct. Le dispositif de sécurité qui est en train d'être installé afin justement d'éviter qu'une foule se masse ici devant cet hôtel particulier. Occupé donc par l'ancien chef de l'État qui voyait depuis quelques mois maintenant de moins en moins de monde. Il ne reconnaissait plus que 5 personnes, sa fille, son épouse, ses auxiliaires de vie qu'il voyait tous les jours, mais il ne dialoguait pas ou très peu avec eux. Parfois des éclairs le traversaient. Jacques Chirac ne parvenait plus à se connecter qu'un bref instant à ce qui l'entourait et s'enfermait dans d'innombrables silences. C'est un silence éternel maintenant pour l'ancien chef de l'État. Merci Florian Tardif. Ce domicile, vous avez dit Florian Tardif, fonctionnel, mais aussi il a un côté symbolique pour l'ancien président. Il avait un côté symbolique, Arnaud Ardouin. Alors rappelons qu'il habitait sur les quais de Seine dans un appartement loué, prêté, puisque ce fut un débat d'ailleurs à l'époque par la famille Hariri. Et pour des raisons pratiques, la famille a considéré par rapport notamment à cette chaise roulante qu'il était plus possible pour le président de se déplacer. Et donc il a eu un appartement d'hôtel particulier beaucoup plus fonctionnel, en effet, avec cette petite courette. Et ce qui est intéressant, c'est que, je le raconte dans le livre, en 2002, il vient fêter sa victoire ici. C'est-à-dire François Pinault l'invite, il y a quelques intimes, et discrètement, il gare sa voiture. Et ce qui est drôle, c'est qu'il dépose Bernadette, et puis il va partir.
C'est-à-dire qu'il ne veut même pas participer à cette fête, et puis il reviendra plus tard parce que les journalistes sont partis. Donc ce lieu où il a fini sa vie, c'est un lieu important, c'est un lieu où il est venu fêter sa victoire chez un ami proche qui est François Pinault. Là, il avait des visites tout de même, il faut le préciser, notamment des proches de Bernadette, de la famille. Et c'est vrai qu'à la fin, je le raconte dans le livre, il est coupé du monde. Il est coupé du monde. Il se coupe progressivement du monde. Le fidèle des fidèles, c'est Jean-Louis Debré. Je crois qu'il n'y a pas une semaine sans que Jean-Louis Debré ne se rende au chevet de Jacques Chirac, lui parlant comme s'il l'entendait, même si l'ex-président n'avait pas la moindre réaction. Une information, elle est importante, parce que tout à l'heure, à 20h précisément, c'est une déclaration évidemment marquée par la solennité et par l'événement, c'est Emmanuel Macron, président de la République, qui va s'exprimer sur l'ancien président. Oui, Sonia, on vient de l'apprendre effectivement. Le président de la République annule son déplacement qu'il devait tenir en fin d'après-midi à Rodez pour échanger avec des Français et parler de la réforme des retraites. Agenda bouleversé, on le comprend, pour le président de la République qui prendra la parole et qui s'exprimera à 20h. Alors on ne sait pas encore si il le fera en direct, dans les conditions du direct, pour rendre cet hommage que la nation attend. Sans doute une journée de deuil national, c'est ce qui s'était passé lors du décès de François Mitterrand. Deuil national, cela veut dire drapeau en berne, une minute de silence, par exemple dans les écoles, les collèges ou les lycées. Et Emmanuel Macron rendra donc cet hommage que la France attend, même si on peut dire qu'il n'y avait pas forcément une très grande proximité entre les deux hommes. Ce sont des générations tellement différentes. Une question de génération. C'était vu récemment. Certainement. On va préciser que depuis qu'on a appris tout à l'heure évidemment la mort de Jacques Chirac, nous évoquons à la fois l'aspect personnel. Jacques Chirac, vous avez entendu sur notre antenne, dès qu'elle a appris la nouvelle par la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac, la réaction véritablement empreinte de beaucoup d'émotions de Lynn Renault. Puis successivement, il y a eu les différents ministres, anciens ministres évidemment de Jacques Chirac que nous avons eu à l'antenne, Philippe Douste-Blazy, Michel Alliot-Marie, Françoise de Panafieux qui a travaillé avec lui à la mairie de Paris. C'est un grand fauve de la politique française, Jacques Chirac, de la droite française. Et il y a Marc Menant, parce que je voudrais qu'on parle de ces images depuis tout à l'heure. Nous les voyons, ces images qui ont certainement marqué les Français, pas seulement les paysans, pas seulement les agriculteurs, mais il y avait un moment comme une rencontre, comme une forme d'osmose entre ce président et puis, il est vrai, les agriculteurs, ces Français attachés à la terre, attachés aux gestuels, aux travaux manuels. Quand il venait au salon de l'agriculture, on sentait véritablement qu'il était dans son élément, il aimait ça. Ben, je pense que la plus grande sincérité de Chirac, c'est d'aimer l'homme. L'homme en tant que tel, en dehors de toute classe sociale. Et il avait une empathie pour les plus pauvres. Alors après, on peut dire, oui, mais dans sa politique, ça ne s'est pas traduit comme ça toujours. N'entrons pas dans cette phase-là. N'oublions pas qu'en 1947, alors il est du côté du général de Gaulle, oui, il est tout jeunot, mais que fait-il le dimanche matin? Eh bien, on le voit à l'église Saint-Sulpice. Et avec quoi dans les mains? L'Huma Dimanche. Ça va lui coûter cher. Hein, oui, non mais il vend l'Huma Dimanche dans un quartier qui n'est pas du tout un quartier populaire. C'est le quartier des gens déjà de la réussite. Eh bien, il s'affirme comme étant un homme de cœur. Il essaie de faire en sorte que les uns et les autres se respectent, qu'il y ait une unité nationale. Et ça, je pense que c'est ce qui va lui permettre d'être remarqué très tôt par le Premier ministre Georges Pompidou, et que Georges Pompidou va lui confier les dossiers sociaux. Et il remarque aussi que ce garçon-là, rien ne peut l'abattre, qu'il peut se passer de dormir, que c'est un bulldozer. Tout à l'heure, Sonia, vous avez utilisé le terme de bulldozer. Ben oui, on l'appelait bulldozer. Et effectivement, il défonçait tout, et il fallait que ce soit réglé au plus vite. Et ça ne l'empêchait pas, une fois qu'il avait terminé sa tâche, d'avoir le petit coup de lever pour aller prendre sa bière au bistrot et d'interpeller les gaillards qui étaient là, comme si c'était des gens avec lesquels il était en camaraderie. Ça montre bien qu'il avait ce désir du contact. Il y a des gens qui sont comme ça. Et je pense qu'aucun des président de la République, de la Ve République, le général de Gaulle, c'est l'envergure. Après, on a donc Giscard d'Estaing, c'est l'homme d'une certaine aristocratie. Oui, le libéral bourgeois. Voilà. Après, vous avez Mitterrand, l'intellectuel presque inatteignable, un sphinx. Et puis lui qui arrive. Marc, si vous m'autorisez, sur l'aspect agricole, la Corrèze
puisque c'est une terre où il s'enracine par son grand-père, mais il n'est pas corrézien, il va en vacances tous les étés en Corrèze. Donc la terre, il la découvre à travers son grand-père, et son grand-père joue un rôle très important dans la vie de Jacques Chirac, puisqu'on est sur l'homme. Son grand-père, c'est un instit corrézien, un homme enraciné, qui vit à Saint-Ferréol, et qui lui apprend la vie simple. Aller chercher des écrevisses dans la rivière. Jacques Chirac adore ça. Il relève son pantalon et il va ramasser des écrevisses. Son grand-père lui apprend la nature, il lui apprend le respect, il lui apprend la laïcité, parce que son grand-père était le rat de soc, même fiché par les RG comme étant un peu proche des communistes. L'humain. Et oui. Et n'oublions pas qu'il signe l'accord de Stockholm contre la bombe atomique. Et ce personnage-là, Arnaud, il a raison. Quand il insiste sur cette connivence avec le grand-père, il va dans les fermes, il traite les vaches. Allez hop, on tape la Jeannette et on est avec un personnage qui se nourrit ainsi des autres. Il y a un jeu aussi chez lui, il faut quand même remettre des bémols. C'est un homme qui était totalement habité par ce qu'il faisait. Et puis aussi, et en même temps, il y a chez lui quand même une capacité comme ça à s'adapter très rapidement. Évidemment. Donc il avait un jeu aussi, mais un amour profond pour la terre, un amour profond aussi pour les handicapés. On en parlera peut-être, qu'il a découvert en Corrèze. Et c'est important, on ne le dit jamais. Il a pris du temps, cet homme, pour s'arrêter, pour les aider. C'est très important de le dire. Les réactions, évidemment, sont très nombreuses. Il y a des réactions du monde politique français à l'international. Et puis dans le monde politique français, il y a ceux qui ont une inimitié, ou en tout cas une relation conflictuelle, marquée par les trahisons avec Jacques Chirac. Il s'agit d'Édouard Balladur qui dit apprendre avec émotion le décès de l'ancien président de la République. À l'instant, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui affirme que la capitale qui est en deuil. On va vous montrer cette image de l'Assemblée nationale avec, évidemment, comme il se doit, 1 minute de silence. Nous venons d'apprendre le décès de M. Jacques Chirac. Je vous demande de bien vouloir, en hommage à sa mémoire, observer 1 minute de silence.